Voilà, eh bien les premières questions sont lancées pour démarrer ce débat de ce soir, s'il vous plaît messieurs. Pourquoi un concours d'architecture et quels sont les incidences sur les coûts? Alors peut-être le pourquoi d'abord, monsieur Attinger, vous aviez présidé le jury du dernier concours, peut-être vous pourriez donner une position officielle puisque vous êtes l'architecte cantonal. Pourquoi un concours? Il s'agit d'abord de faire un projet d'architecture, on a un territoire, on a un programme. Il s'agit de trouver le meilleur projet d'architecture, et si on a un seul architecte, on n'a qu'un projet, éventuellement 2-3 variantes. Si on a un concours, on a 20, 30, 40, 50 solutions qui sont différentes et qu'on peut comparer. La situation est totalement différente au niveau du choix du projet et du bâtiment que l'on va bâtir, si on a un concours ou si on n'en a pas. D'accord, alors là on sait pourquoi maintenant, ouvrir le choix, mais l'incidence sur les coûts, est-ce que dans le public, dans le fond, on se pose souvent la question, est-ce que c'est pas trop coûteux de faire des concours? Est-ce que ça ne va pas grever le budget total de l'ouvrage qu'on va construire? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette partie de question. Je peux peut-être commencer en disant que, d'abord, le coût d'un concours, c'est très faible, c'est entre 1 et 5 pour 1000 du prix de la construction, donc c'est une très petite chose. Si on est assuré, après le concours, de faire une bonne réalisation, ce petit pour 1000 ou ces petits pour 1000, c'est 3 fois rien par rapport au projet. Et on peut aussi aborder l'aspect incidence du concours sur le coût d'une construction. Et on a vu tout à l'heure dans le petit film qui a été présenté, l'école de Lens, qui n'a pas fait l'objet d'un concours. Et si on compare avec l'école de Montana, au prix au cube, donc pas la quantité de la grandeur de l'école. L'école est différente à Montana Village que celle de Lens. Eh bien, on a à Montana Village une école qui a été réalisée sur la base d'un concours. Et à Lens, il n'y a pas eu de concours. Et dans un cas, l'école de Lens a coûté entre 25 et 30% plus cher au mètre cube que celle de Montana. Donc on voit qu'un concours n'a pas nécessairement une incidence négative sur les coûts des constructions, bien au contraire. Donc là, c'est une position officielle. Vous avez dit 1 à 5 pour 1000 du prix total de la construction, mais peut-être qu'on pourrait chiffrer ça pour les téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas le coût de la construction. Et on sait que les différents concours qui ont eu lieu dans la région peuvent monter jusqu'à 180 000, 250 000 francs au total de prix. Est-ce que ce chiffre est exact? Est-ce qu'il est faux? Est-ce que M. Balmer, peut-être, veut s'exprimer sur ce sujet? Et là, je pense que vous faites allusion au concours de Gironde, qui était un concours de dimension nationale. Il faut toujours resituer un concours dans son contexte, dans sa proportionnalité. Donc il fallait, pour attirer des gens de l'extérieur, comme on dit, avoir un niveau de prix en relation, disons, aussi avec l'importance du concours. Donc aussi pour assurer les Sirois, je tiens à préciser que ce sont les routes nationales qui ont financé à 100% ce concours-là. Maintenant, alors, est-ce qu'un concours peut contribuer à baisser éventuellement les coûts de l'ouvrage? Je pense qu'aussi, sans généraliser, puisqu'il y a, je pense, les deux solutions, mais je penche plutôt pour répondre oui à cette question, parce qu'un concours stimule la concurrence, la créativité, permet de juger sur plusieurs projets. Donc, toujours, on ne peut jamais comparer ce qu'aurait coûté un projet s'il n'y avait pas eu de concours, puisque ça aurait été qu'une idée. Alors que dans le cas de concours, on juge non seulement la qualité architecturale, on tient compte, c'est souvent un des critères aussi, du coût du concours. Ça a été le cas, par exemple, pour le Collège de Sierre, le premier prix, a notamment gagné, en plus de ses autres qualités, parce qu'en termes de mètres cubes, il était plus compact que les autres. Donc, je suis presque sûr, M. Attinger parlait de 5 pour 1000, mais même si c'était 1 ou 2%, qu'en bout de compte, on finit par s'y retrouver. C'est intéressant ce que vous dites parce que en fait, vous avez fait mention des gens de l'extérieur qu'on essaye d'attirer avec le prix des concours. Nous avons ici M. Manja qui, lui, vient de l'extérieur et peut-être qu'il souhaiterait s'exprimer sur le sujet. Je vais revenir à votre question, la question que vous avez lancée en ouvrant cet intéressant débat. Vous avez posé la question pourquoi des concours et finalement pourquoi, à propos des concours d'architecture, on se trouve ici ce soir. C'est vrai qu'un large public s'intéresse maintenant à l'architecture, porte un regard nouveau sur l'architecture et par là même sur les concours. Mais il n'échappe certainement pas à ce public qu'une part importante des bâtiments publics qu'il trouve en face de lui, autour de lui, sont des bâtiments qui ont été réalisés, il ne sait pas exactement comment, ils ont été réalisés sans concours, ils ont été réalisés de quelle manière. Et ça, c'est l'essentiel ou la plus grande partie de la commande publique. Je ne parle pas de ces dernières années dans le canton du Valais, qui s'est singularisé à ce propos, mais pour la Suisse, parlons du territoire que l'on connaît, c'est la plus faible partie de la commande publique qui passe en ce moment par le concours d'architecture. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Peut-être ça intéresse vos téléspectateurs. Il y avait quoi avant? Il faut le dire.
Il y avait d'abord la commande de convenance, il y avait tout ce tissu de relations, de complaisance qui faisait qu'entre l'élu et celui qui était là dans un territoire donné, qui pratiquait, qui était un contribuable, que sais-je, qui était un camarade d'école, de service militaire ou je ne sais pas quoi encore, il y avait ce tissu de relations qui faisait que la commande passait à celui que l'on connaît, que l'on connaissait, qui avait des relations et qui était d'une certaine manière installé ici ou là. Et puis, il y avait quelquefois, avec un commanditaire éclairé, un maître de l'ouvrage un peu attentif, l'idée qu'on pouvait peut-être faire un peu différemment, et qu'on pouvait s'intéresser à choisir peut-être quelqu'un, à faire une commande directe, mais une commande à propos de laquelle on s'était posé quelques questions, pour laquelle on avait recherché peut-être quel était celui qui était susceptible de faire finalement ou de produire une prestation intéressante. Et puis, d'une manière plus large, mais c'est l'exception, il faut le dire, je crois qu'on est bien d'accord là-dessus, c'est l'exception, le concours qui ouvre d'une manière décidément plus large, qui laisse de côté décidément la commande de convenance, et puis qui permet à tous ceux qui s'intéressent à ce concours, qui reconnaissent la qualité du jury qui va juger finalement, d'accéder peut-être à la commande publique. Ça, c'est une espèce de révolution dans le Landerneau, hein, ça compte, et, ici, et dans ce pays, c'est certainement le bras de levier le plus considérable qui a fait depuis un peu plus de 10 ans que l'architecture valaisanne, à travers le concours d'architecture, la commande publique à travers le concours d'architecture, dans ce pays, elle est maintenant remarquée loin à la ronde. En fait, le concours d'architecture, une version améliorée du carnet du lait que l'on connaissait dans nos communes de montagne précédemment. Peut-être que, comme nous avons 3 architectes... Pardon. Justement, c'est le contraire. Moi, j'aimerais m'exprimer aussi là-dessus parce que, bon, je ne suis pas architecte, mais je connais quand même assez bien le problème. Et il me semble qu'il est important de dire que ce phénomène du carnet du lait n'est plus d'actualité, justement. C'est qu'on donne un mandat non pas à celui à qui c'est le tour, à celui à qui c'est le tour parce qu'il est radical ou PDC ou autre chose, ou parce qu'il est copain du président, on donne le mandat à celui qui est le meilleur. Et le fait d'avoir mis en route ce phénomène fait que l'architecture valaisanne a monté d'un niveau exceptionnel en 10 ans. Et là, on peut rendre hommage à M. Attinger qui a introduit justement ce phénomène des concours d'une manière tout à fait habituelle et presque automatique dans les ouvrages du canton. Et ça a fait monter le niveau et ça a justement éliminé ce carnet du lait. Donc, source d'amélioration. Maintenant, comme nous avons 3 architectes et vous-même qui participez à un certain nombre de concours, il pourrait être intéressant de poser la question, au fond, qu'est-ce que ça coûte au bureau qui concourt? Quelle est la charge que cela va représenter? Est-ce que c'est une bonne solution, le concours? Il faut dire, si vous permettez, qu'il n'y a pas, à Oui. ma connaissance, de profession qui consent un investissement aussi considérable dans l'espoir finalement de réaliser un travail. Qui est-ce qui élabore complètement un projet? Qui est-ce qui mobilise un bureau pendant des mois, souvent des semaines ou des mois, qui développe un travail considérable, je l'ai dit, et qui prend le risque finalement d'être jugé, d'être sanctionné, d'avoir éventuellement un prix, ou les 3 quarts du temps de rien avoir du tout. Je crois qu'il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas une autre corporation que celle des architectes qui se lance de cette manière-là dans ce type d'investissement. Alors, ce que la collectivité dépense, c'est rien par rapport à ce que l'ensemble des bureaux va dépenser pour un concours ou pour un autre. Je ne sais pas la proportion, mais enfin, je connais quelques concours à propos desquels, pour 50, 100 000 francs, bon, mettons 150 000 francs de prix, eh bien, les architectes ont dépensé 300, 400, 500, 600 000 francs, ou 1 million. Enfin, il y a des propos 1 million, hein. Donc c'est un rapport un peu de cet ordre-là. 1 million de travail, 150 000 francs de prix, la collectivité s'engage pour 150 000 francs, et puis les architectes peut-être pour 800 000 ou 1 million. C'est dans ce rapport-là. Donc, si je vous comprends bien, les architectes sont assimilés à la classe de Pestalozzi. Je ne sais pas, M. Skragen, M. Brauen, vous voulez réagir là? Oui, pour être un petit peu plus précis que M. Monja, M. Attinger tout à l'heure a évoqué ce que coûtait au maître d'ouvrage l'organisation d'un concours. Il a parlé de 1 à 5 pour 1000. Le coût moyen pour un bureau d'architecte est peut-être de l'ordre du pour 1000, c'est-à-dire par exemple pour un établissement d'enseignement de l'ordre de 50 millions, ça va peut-être coûter à chaque bureau participant de l'ordre de 50 000 francs. Et c'est toute la corporation qui fait l'effort, parce que dans le concours de Gironde dont on va parler tout à l'heure,
il y a une quarantaine de participants. Ça veut dire que l'effort consenti, si on multiplie ce chiffre par 30 à 50 000 francs le coût de chaque projet, c'est une masse de travail de la Corporation des architectes qui est colossale et qui souvent est mal reconnue dans les médias et dans la société en général. Mais alors, au fond, je m'adresserai peut-être à M. Brouwen cette fois, est-ce que ça ne va pas finalement faire monter le coût de toutes les constructions d'une manière indirecte, dans ce sens que vous investissez sûrement pas à fond perdu, vous souhaitez, je l'imagine, récupérer vos investissements quelque part, vous allez donc majorer vos prix en finale, ou bien? Bon, il faut voir le concours aussi comme une discipline. C'est clair que participer à un concours ne veut pas toujours dire qu'on le fait pour décrocher un mandat. C'est aussi une manière de s'exprimer sur un thème, sur un projet qu'on n'a normalement pas l'occasion de faire. Et donc, le prix est assez relatif dans ce sens-là. Donc il y a un côté expression. Le concours, c'est aussi une sorte de formation permanente de la part des architectes. C'est en faisant ces concours qui se confrontent les uns aux autres, qui ravivent leurs connaissances et qui conservent leur qualité dans leur métier. Les architectes font aussi un concours dans l'espoir d'avoir un mandat d'exécution. Donc il y a cette carotte qui est accrochée au concours. Dans le cas d'un concours d'idées, on viendra après sur ces définitions, concours d'idées, concours de projet. Dans le cas d'un concours d'idées, il n'y a pas cette carotte. Il n'y a pas le mandat assuré au premier prix. Hein. Donc c'est là l'essentiel de la différence, et cet essentiel de la différence fait que le montant des prix est beaucoup plus élevé, parce qu'autrement, s'il n'y a pas l'intérêt du mandat, il n'y a pas beaucoup de concurrents qui le feraient s'il n'y avait pas un montant des prix qui soit au moins intéressant pour financer au moins le travail qu'a fait le premier prix. On parle du travail qui est fait dans le cadre d'un concours, de l'investissement des architectes, mais je ne connais pas non plus d'autres professions où des jeunes qui terminent leurs études peuvent décrocher de tels travaux importants. Donc, finalement, le sacrifice qui est réalisé par les architectes, il correspond aussi à des avantages qu'on ne trouve dans aucune autre profession actuellement. Vous avez des très jeunes architectes qui sortent de l'école polytechnique et qui peuvent très rapidement décrocher, et c'est un bien d'ailleurs, des ouvrages importants. Alors ça, c'est aussi une chose qu'il faut citer à leur avantage. Et puis, peut-être une autre question, la petite remarque sur le carnet du lait, je l'ai trouvée intéressante à la fin parce qu'elle est un petit peu polémique. Et une question qu'on se pose des fois en tant que béotien dans ce sujet, c'est finalement, est-ce que le fait d'organiser une succession de concours n'amène pas là aussi à donner les prix dans un cercle relativement fermé, relativement je dis bien, mais qui correspond plutôt à un style de formation ou à une école. Ce n'est pas un avis personnel donc, mais c'est peut-être une question polémique. Est-ce qu'on ne va pas rapidement dans l'avenir risquer de récompenser un peu les gens qui viennent d'une même école ou qui viennent d'un même cercle architectural? Quels sont les différents types de concours? Peut-être M. Attinger veut ajouter quelques mots sur cet élément-là pour qu'on distingue bien les types de concours auxquels nous avons affaire en fait dans ce pays. Bon, alors j'ai dit il y a deux types de concours principaux. Donc, il faut d'abord éliminer tous les concours d'orthographe, concours d'œuvres d'art, etc., qui n'ont rien à voir avec l'architecture. Je crois qu'il faut le dire, il ne faut pas tout mélanger. Concours d'idées. Un concours d'idées, c'est idées avec S. Je m'excuse de m'appuyer sur l'orthographe, mais c'est très important ce S, un concours d'idées. C'est un concours qui a pour but de rechercher des idées. C'est un concours qui s'attache à un problème mal défini. Quand on a un endroit, un lieu, un problème dont on ne sait pas trop ce qu'il va devenir, ce qu'il peut devenir, on fait un concours d'idées pour essayer de ratisser le plus large possible, de collecter des idées. Et il est clair qu'au niveau du résultat, on risque d'avoir plusieurs idées complémentaires, des idées qui peuvent être contradictoires, mais on essaie de ramasser des idées. Ce concours n'aboutit pas à l'attribution d'un mandat d'exécution. Le concours de projet, c'est quand on veut faire un bâtiment précis. Je prends le cas de l'hôpital de Sierre, tout le monde le connaît. On a un programme, on sait combien est-ce qu'on veut faire de chambres, combien est-ce qu'on veut faire de salles d'opération, on connaît le terrain, on connaît les limites, et on fait un concours de projet pour avoir un projet défini. Et là, on arrive à un choix, et on fait ensuite la réalisation du premier prix. Donc l'architecte a l'intérêt de faire ce concours parce qu'il risque d'avoir le mandat du premier prix et d'avoir par contre la réalisation, ce qui est intéressant pour lui. Merci de ces précisions. On entend souvent à propos de ces concours et de leur cahier des charges des contraintes en fait qui sont fixées aux concurrents, on peut les appeler comme ça, je pense. Une discussion de fond. Est-ce qu'on doit respecter absolument le cahier des charges, les contraintes du cahier des charges? Je pense effectivement que c'est un problème de limite. C'est-à-dire qu'on peut envisager la chose sous deux angles. Soit on considère qu'il y a une limite prédonnée,
en l'occurrence par le jury, par celui qui fait le programme. Et dans ce cas-là, il s'agit de savoir est-ce qu'on va se soumettre à cette discipline. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une sorte d'enfermement, de renfermement finalement sur une décision préétablie. Et il y a une seconde façon de voir la chose qui serait de se dire, au contraire, le concours, c'est une possibilité de créativité, d'innovation, et il faut justement dépasser les limites. Et c'est une problématique qu'on rencontre non seulement en architecture, effectivement, mais vous faites bien d'y venir, dans le domaine de l'art contemporain aussi. Vous avez toujours la liberté comme architecte de participer ou de ne pas participer. Il faut d'abord que la question vous intéresse, c'est sûr. Et puis, en entrant dans le concours d'architecture, vous reconnaissez que le jury que vous connaissez, qui est inscrit, hein, est un jury dont vous reconnaissez la compétence de juger votre travail. Si ces conditions ne sont pas réunies, vous avez toute liberté de ne pas entrer dans le concours. D'accord? Et il ne faut absolument pas, puisqu'on parle du fonctionnement du concours, imaginer que ce jury juge bien quand il vous attribue le premier prix et qu'il est incompétent quand il ne vous a pas reconnu comme étant le meilleur. Le vrai problème, c'est peut-être de remettre le langage architectural parfois à la portée du citoyen. Langage respectable, mais parfois difficile à comprendre. On parle parfois d'une sorte de dictature architecturale. C'est un mot qui est un peu exagéré, mais où on ne peut plus, par non-connaissance, on ne peut plus prendre position. Mais le problème, c'est qu'on vit tous les jours dans le résultat du travail des professionnels. Oui, tout à fait. Moi, alors là, je dois dire, je suis d'accord avec vous par rapport à l'élément très élitiste, finalement, d'un tel concours et du vocabulaire qui est utilisé pour qualifier les projets. J'ai ici, effectivement, le rapport du jury. Il est extrêmement difficile à lire, j'en conviens tout à fait. Et je crois que pour le simple citoyen, il est extrêmement difficile d'entrer dans la substance des projets. Il est très difficile de comprendre chacun des projets, les intentions des projets, avec ce document en main. Et je crois que ça, c'est regrettable. Et là, il y a peut-être une structure à mettre en place qui soit une structure d'information, qui soit une structure didactique, parce qu'on sait que l'architecture contemporaine est difficile, qu'elle a de la peine à passer, de même qu'on sait que l'art contemporain est difficile à comprendre, mais je crois qu'il faut véritablement mettre en place cette structure didactique, cette structure pédagogique. Elle est fondamentale. Dans ce pays, on fait des concours, pas depuis aujourd'hui, pas depuis 10 ans. C'est sûr que depuis 10 ans, on les a complètement réactivés. Mais il y a ici en Valais une petite ville, la ville de Montaix, qui en 1926, tenez-vous bien, lançait un concours international d'architecture, pas pour régler le problème d'un ou deux bâtiments, pour dessiner le plan de la ville. Lancer un concours international d'architecture pour dessiner le plan de la ville, pour s'occuper de la gestion de l'espace public et des espaces privés pour y implanter les constructions.